Le 22 juin 1941, le Führer déclenche sa guerre contre le bolchevisme honni. 3 millions d'hommes envahissent l'URSS, tandis qu'une nouvelle fois, la Luftwaffe donne le la. Plus de 600 000 liquidés sont amenés d'Allemagne. Malgré la mécanisation dont elle se vante, vous, les chevaux, restez les vrais poumons de la Wehrmacht. On compte sur vous pour assurer le ravitaillement des premières lignes dans ce nouveau blitzkrieg à grande échelle. D'autant que cette fois, les Allemands ne peuvent faire razzia sur le bétail évacué par les paysans soviétiques. De jolies images pour la propagande russe qui vante le patriotisme des moujiks, mais ne tient pas compte, bien sûr, de la souffrance des bêtes. Pas habitués aux longues distances. Trajet pire encore, pour vous, les chevaux allemands qui opéraient déjà à 1000 km de vos bases. Vous êtes souvent menés par des troufions inexpérimentés qui transforment votre parcours en jeu de piste. Vous êtes vite lessivés. Même si vos maîtres ont beau jeu de montrer quelques demeures réquisitionnées faisant office d'hôpital, vous serez bien soignés. Le grand Manitou, Hitler, a exigé que Moscou tombe avant l'hiver. Autant que les distances, ce sont les efforts répétés chaque jour qui vous usent. Pire encore, quand vous traînez une saleté d'éclats d'obus, ou qu'un azo infecté par un mort mal placé vous défigure. Mais les maux les plus répandus restent l'usure, due aux charges qui vous perforent l'échine. Les plaies infectées. Et tous les problèmes locomoteurs provoqués par vos marches forcées. Dans la steppe, facile aussi d'attraper la gale. Pour la soigner, vos maîtres sont déjà équipés. Chambre à gaz pour les acariens présentement. Mais dont l'usage sera bientôt étendu à d'autres, qui scellera définitivement la barbarie du nazisme. Octobre 1941, la pluie se met à tomber. Les Allemands ne sont plus qu'à 100 km de Moscou, l'avancée est ralentie. Pour vous, les bêtes, cela veut dire patauger jusqu'au ventre, attendre de longs moments immobiles sur ces pistes insalubres. Quoi de mieux pour attraper une colique qui vide vos entrailles, alors que vous avez besoin de toutes vos forces. Dans ce royaume de la fange, quand les camions n'y arrivent plus, vous passez quand même. Quand la bourbe malgré tout vous piège, c'est alors plus d'une demi-tonne qu'il vous faut arracher à la glaise. Mi-novembre, le thermomètre tombe à moins 20 degrés et entrave l'avancée des camions. Mais le cinglé de Berlin trépigne et éructe. Je veux Moscou, j'aurai Moscou. Vous les bêtes,
devait donc continuer à avancer. C'est compté sans le contre-espionnage russe qui répand chez les Allemands de fausses cartes traversées de routes imaginaires où tous vont à la casse. Le 2 décembre, la température tombe à moins 35 degrés. Les Allemands, surpris par le froid, n'ont pas prévu de traîneau. Tant pis pour vous, les chevaux, qui devaient redoubler d'efforts. Si les hommes couverts se tiennent de profil, vous êtes à poil. Poil ras, bien sûr, puisque vous venez d'Allemagne. Et vous devez avancer droit, sans jamais pouvoir tourner le dos au vent, comme vous le faites toujours dans la tempête. Le 3 décembre, les Allemands sont aux portes de Moscou. Le thermomètre baisse encore, plus rien ne fonctionne. Hitler, hystérique, s'acharne. L'armée ne reculera pas d'un pas. Les hommes peuvent encore bouger. Vous, les bêtes, attendez immobiles. Vos naseaux givrent. Vous ne pouvez plus vous oxygéner. Condamnés à périr. Cataclysme du gel pour les Allemands stoppés. Miracle du froid pour l'armée rouge qui, dès le 6 décembre, contre-attaque. Devant cette armée de fantômes, les Allemands reculent. Bien qu'exténués, c'est encore vous les équidés qui permettez le repli des vôtres. Mais dans cette guerre de titans, d'autres chevaux frappent déjà à la porte. Au Japon, où ils sont depuis toujours l'apanage de la caste la plus prestigieuse, les samouraïs. Ces seigneurs de la guerre sont soumis à plus vénérable encore, l'empereur qui unifie tradition et modernité. Véritable dieu vivant, son cheval blanc, signe d'exception, le distingue entre tous. Comme Hitler en Europe, les Nippons ambitionnent une grande Asie à leurs bottes. Pour cela, ils veulent neutraliser l'Amérique qui protège le Pacifique. Le 7 décembre 1941, ils bombardent la Navy à Pearl Harbor, provoquant l'entrée des États-Unis dans la guerre. Le conflit s'étend aux deux hémisphères et implique maintenant les animaux de la Terre entière. D'emblée, la puissante Amérique se plaît à montrer les réquisitions de milliers de Mustangs des Grandes Plaines. Si cet animal indomptable, mythique de la culture yankee, afflue néanmoins, a fortiori accourent tous ceux qui doivent servir à nourrir les boys et des cohortes de soldats alliés. L'effort de guerre américain monte vite en puissance. Les Mustangs, comme tous les chevaux, extériorisent leurs sentiments. À l'inverse de vous, tête de mule, qui préférez vous replier sur vous-même quand vous stressez et souffrez.
Pas de chance. Vous êtes tenace, frugal, à l'aise en terrain difficile. Bref, tout pour servir les hommes en temps de guerre. Pour peu qu'on vous débourre. Toutes les bêtes ne sont pas confrontées au terrain. Plus on est proche d'un grand de ce monde, plus on est protégé. Tel Fala, le Scottish du président américain Roosevelt. Infirme depuis la poliomyélite, contractée 10 ans plus tôt, Roosevelt a toujours eu un faible pour ce petit clown qui lui rappelle sans doute le temps où lui-même tenait debout sur ses pattes. Chacun son rôle, récréation de son maître écrasé sous les responsabilités pour Fala, futur combattant pour d'autres moins chanceux. Beaucoup de civils se donnent le beau rôle en offrant leurs chiens aux armées. Joli sacrifice. Sauf que c'est le cabot qui jouera sa peau. 40 000 d'entre eux doivent répondre à l'appel, tel Jake. Charlie says to me, Jake, how about you joining up? Well, being a civilian dog ain't such great shakes anymore, so I am not averse to the suggestion. And the first thing I know, Charlie is taking me down to the induction station. Encore faut-il passer l'examen médical. Mesurer entre 41 et 57 cm au garrot. Avoir entre 14 mois et 3 ans et demi. Tous ne font pas l'affaire. Soumis à une administration exigeante qui n'aura accepté que la moitié d'entre eux, se méfiant de surcroît des femelles et de leur chaleur semeuse de discorde, il faut maintenant faire son devoir. À Fort-Royal, premier camp établi dès août 42 près de Washington, vous devez vous habituer à un nouveau maître que vous ne quitterez plus votre séjour durant. Vous apprendrez d'abord à marcher à son rythme, ne faire qu'un avec lui. Exécuter des ordres simples. Debout. Répondre à un geste, quand il ne faut pas se faire entendre de l'ennemi proche. Si vous flanchez, vous remotivez en vous faisant voir le diable. Rien de tel que les aboiements de cet enragé pour mieux vous inculquer ce fameux fighting spirit yankee. Le job appris, les exemples de votre savoir-faire en jettent. Attaquer et mordre est à la portée du plus grand nombre. Vous deviendrez chien de garde et surveillerez des sites à protéger. Mais pour les plus intelligents, reste matière à progresser. Encore faut-il accepter une nouvelle série d'épreuves, pas toujours évidentes. Prenez-en de la graine, les cancres. Observez bien le major de la promotion, si un jour vous désirez l'égaler.
Votre diplôme obtenu, dont au demeurant vous vous foutez royalement à voir vos oreilles baissées, vous devrez encore accomplir un stage de 8 à 13 semaines. Cette fois, dans les conditions de la guerre, pour vous habituer à la fumée et au bruit. Même si, comme pour les hommes, le jour venu, la guerre vraie sera autre chose sur les champs de bataille d'Europe et d'Asie, où le Japon poursuit son expansion. Début 1942, les colonies anglaises de Hong Kong et de Singapour sont conquises par les Japonais, accompagnés d'amis allemands, chiens bergers 100 ans. Les Anglais laissent derrière eux plus de 100 000 prisonniers. Le reste des troupes évacuent par la mer. Et quoi de mieux qu'un animal pour oublier la raclée? Même si entre bêtes, on se comprend quand même mieux. Sur leur lancée, les Japonais envahissent le Pacifique Sud et la Birmanie. À vous, les éléphants de ces contrées, de vous plier aux lois de la guerre. Dans l'impénétrable forêt tropicale, votre force sert à établir les voies de communication nécessaires aux Japonais. Vous avez chacun votre personnalité et n'obéissez qu'à votre cornac qui, fort d'un long apprentissage, sait vous faire du pied pour vous diriger. Il n'est pas naturel pour vous d'opérer par paire. Ce sont vos cornacs qui font le duo. Mais vous aurez bien trimé pour aider tous ces hommes fourmis à construire le pont nécessaire. Dans cette jungle coupée de rivières, vous passez partout. Et grâce à vous, les véhicules à moteur pourront désormais traverser. Sur le terrain birman, les Anglais qui se replient savent y faire. Vous êtes à genoux pour tracter ces canons à roues qui vous tirent vers l'arrière et que les hommes ne sont même pas capables de caler dans la pente. Sauf à vous faire aider par un autre bagnard. Dans cette zone pacifique, pour occuper les îles les unes après les autres, les Japonais doivent multiplier les aérodromes. Vous êtes encore là, les éléphants, qui servaient de cantonniers et jouaient les rouleaux compresseurs. Fin 42, le Japon domine dans le Pacifique. Mais le vent a tourné pour son allié, Hitler, qui s'est toujours donné le change, surtout en présence de Blondie, sa fidèle amie. Pourtant, la chienne, à te voir t'aplatir sous ses caresses, tu n'as pas forcément de chance avec un tel maître. Même si tu es un des rares êtres vivants à émouvoir ce monstre, à défaut de le raisonner.
Comme Blondie, les bêtes ne choisissent pas leur camp. Ainsi, ces chiens de l'univers concentrationnaire, associés au plus terrible holocauste de l'histoire. L'immolation de 5 millions de juifs, qui s'étend cette année 42, et à laquelle l'image des chiens, terreur des détenus, sera irrémédiablement attachée. Ce ne sont pas les bêtes les plus bestiales, mais ceux qui les ont dressées. Et plus leurs maîtres sont menacés, plus elles doivent obéir. Comme ces chevaux, obligés maintenant d'approvisionner les 270 000 soldats de la Wehrmacht encerclés à Stalingrad. Mais le nombre d'avions est restreint. Et dans ces immenses espaces, les vivres ne parviennent pas à ceux qui sont au sol. Le 10 janvier 1943, l'artillerie soviétique pilonne la poche de Stalingrad. Nul n'est épargné. « 15 jours durant, des morts-vivants se battent maison par maison. Des bêtes en déterrent d'autres, avec la rage du désespoir. Certaines s'adaptent mieux, quand la terre retournée les nourrit. L'un après l'autre, les quartiers de la ville sont repris par les hommes de l'armée rouge. Début février, la Wehrmacht se rend dans une ville détruite à 90%. « 200 000 Allemands ont perdu la vie dans la bataille. Mais volatilisés, les 51 000 chevaux tués par le feu, le froid, la fatigue et la faim. Quid des 600 000 autres mobilisés en Russie et qui ne sont sûrement pas rentrés en Allemagne, soit la plus grande hécatombe de chevaux de tous les temps. Mais qu'est-ce qu'un cheval qui meurt ? Juste une image ? Le désastre de Stalingrad entame la popularité du Führer, de plus en plus reclus. Il espère encore faire main basse sur les champs de pétrole du Caucase, indispensables à son armée. Obstacle plus difficile à franchir que celui de Blondie, sauf à montrer aux spectateurs de l'arrière de jolis petits films où il ne semble guère difficile d'atteindre les sommets. Comme ici dans un Caucase à la sauce allemande où il faut détruire un fort qui barre le passage avec l'aide d'autres frères de Blondie. 50 abbrechen, 20 links. Also hier, du ist brav. Sit, also, du ist brav. Schluss, Korrektur. 50 Meter abbrechen. 20
Links. Décidément, bien que Boche, vous pouvez être fiers les bêtes qui servaient partout dans cette guerre, mais sans le but de vous entretuer comme les hommes. Certains d'entre vous sont aussi là pour mieux les unir. Tels Jock et Hans, les chevaux des petites princesses Elisabeth et Margaret d'Angleterre. Quoi de mieux que pareille scénette pour montrer une famille royale rassemblée et sereine en ces temps de tourmente. Si les petites princesses sont plutôt du genre fleur bleue, l'image du chef d'un pays en guerre se doit d'être plus martiale. Quant à Londres, Churchill aussi vient voir sa bête. Rota, le lion. Pareil trophée, emblème de la nation, vous associe à sa puissance et à sa hargne. Pour mieux déchiqueter l'adversaire. Rota a fait quelques petits généraux, dont Ike, comme Eisenhower, et Monty, comme Montgomery, que Winston est fier de présenter. Leurs frères ne sont pas oubliés, recueillis par différentes escadrilles. We are adopting now the lion to our squadron as a personal tribute to Winston Churchill. Dans cette fosse au lion qu'est la guerre, en Angleterre, chaque escadrille a sa bête. Tel Čapek, compagnon d'un équipage de bombardiers polonais de la Royal Air Force, dans cette année 43 où les Alliés sont prêts à tout pour plier l'Allemagne à leurs bottes. Comme tout chien, il est anxieux quand les siens se préparent. Des fois qu'il l'oublierait. Pourtant, les cabots sont interdits à bord. Un coup d'œil à droite, à gauche, la voie est libre. Certains ont plus de mal. Mais pas de regret, le chien. Le trajet est long et périlleux jusqu'au cœur de l'Allemagne, que les hommes partent écrasés sous les bombes. Dans cette période d'activité intense, l'espérance de vie d'un équipage n'excède pas quelques mois. Il faut vous y faire. Vous qui toujours attendez le retour de vos dieux et maîtres. N'est-ce pas, toi le chien, déjà une fois orphelin? Nul ne sait d'où tu viens. Seule chose connue, ton nom, Captain Bush. Celui de l'homme qui t'a amené dans l'escadrille et qui un jour n'est pas revenu. Depuis, tu es ce talisman dont chaque homme caresse l'oreille avant de partir. Comme si sentir ta chaleur animale les ramènera plus sûrement sur Terre. Quand ils s'en vont escorter les bombardiers en mission, toujours tu t'inquiètes. Et comme tous les tiens, tu te réfugies dans le sommeil. Un bruit lointain, que toi seul perçois déjà. Celui des Spitfire qui rentrent au bercail. En bon berger, tu rassembles tes amis à terre.
tu sais aussi qu'il en manque encore un. Quelles sont longues ces heures à l'attendre. Mais tu as foi en l'homme. Espérons cette fois que leur Dieu t'entende. Les mascottes sont nombreuses en Angleterre, et pas forcément bébêtes. La confiance de ces enfants de la nature montre que votre cause est naturellement la bonne. Si malgré tout ils tiennent en période difficile, a fortiori doivent tenir les hommes. Et quand les espèces cohabitent, c'est que tout le monde peut s'entendre. Promesse de lendemain qui chante. À la veille du débarquement. Gigantesque opération dont dépend le sort de l'Europe. Plus l'enjeu est important, plus une mascotte s'avère utile. Quand elle permet par exemple de décompresser en jouant à la poupée. Moment de tendresse dans un monde d'hommes où il est difficile de manifester de la douceur. Utile aussi quand elles atténuent les tensions dues à l'interminable attente des départs sans cesse différés. Certaines sont toujours là. Quand on approche de l'enfer et que les hommes inconscients de ce qui les attend découvrent bientôt l'horreur. Et pas question de renoncer à les suivre. Cet été 1944, dans le bocage normand, les vaches sont à la pâture. Personne pour les traire quand elles meuglent l'épi débordant, en regardant passer les morts, dont elles partagent aussi le sort. C'est bête, un cadavre de vache. Ça se rigidifie. Comme ceux des chevaux, dont il va falloir casser ou scier les membres, si on ne veut pas trop avoir à creuser. Dans ce charnier qu'est devenu la terre normande, certains petits orphelins vous rappellent à la vie, celle qu'on espère retrouver un jour. À défaut de soigner une jambe, autant soigner une patte. Surtout quand on est infirmier de son état et que soigner une bête vous rend plus homme. Tandis que les Tommies et les groupes alliés progressent en Normandie, d'autres fuient les combats. Qui sait vers où? Une bête, ça ne déserte pas. Merci Marguerite. Et échange de bons procédés quand enfin il te traie et que tu permets aux Anglais d'ajouter un nuage de lait à leur nice cup of tea. Deux mois après le débarquement, la Wehrmacht évacue.
elle laisse aux mains des Alliés plus de 30 000 prisonniers. Heureusement, vous êtes encore là, les chevaux, condamnés à les traîner jusqu'au camp de captifs, d'où ils pourront un jour rentrer chez eux. Alors que pour vous, l'exil risque de durer toujours. Mais la guerre n'est pas finie. Le 1er février 1945, le président Roosevelt tient à le rappeler. We haven't won the wars yet. The defeat of Germany will not mean the end of the war against Japan. On the contrary, we must be prepared for a long and costly struggle in the Pacific. Si l'on veut battre les Japs, tout le monde doit s'y coller. Mais le Pacifique n'est pas l'Allemagne. Peu efficace ici le carpet bombing des Alliés. Sauf à vouloir massacrer toutes les bêtes de la jungle sans atteindre un ennemi camouflé dans la forêt. Dès lors, il faut débarquer. Même si les îles innombrables forment une immense toile d'araignée à déchirer, morceau par morceau, avec chaque fois son cortège de victimes. Prendre une plage n'est pas tout. Il faut la sécuriser. Plus que jamais, les chiens s'avèrent utiles. Surtout ces fameux Devil Dogs. Bergers allemands. Doberman. Et autres chiens du diable. En 14, les Allemands appelaient ainsi les Marines à cause de leur ténacité au combat, surnom étendu depuis à leurs chiens de guerre. Eux aussi ont des grades. Caporal à 1 an, sergent à 2 ans, et plus encore ensuite. Plus rapides que les hommes, plus difficiles à repérer grâce au mimétisme de leurs robes, moins faciles à toucher à cause de leur taille, certains font d'excellents porte-flingues. Quand la jungle est trop dense, eux sentent et entendent. Et ce n'est pas un vulgaire coup de pétard qui va les gêner. Par contre, quand ils grognent, méfiance. Mieux vaut vite dégommer ce cauchemar de la jungle. Le tireur isolé que le chien a levé. Dans cette sale guerre du Pacifique, d'autres animaux sont aux premières loges. Comme GI américains et soldats japonais s'arrosent. Mais comment venir à bout de l'adversaire dans cette jungle impénétrable? Il faudrait cramer l'île entière, des centaines d'hommes et de bêtes. Et encore, reste toujours une cavité où l'ennemi caché pourrait résister. Au printemps 45, les Américains ont pris les îles d'Iwo Jima et d'Okinawa. Elles doivent servir de base pour le blocus et les bombardements du Japon avant de l'envahir un jour. Ces conquêtes ont coûté la vie à 33 000 boys. Sans compter toutes les îles qu'il faudra encore arracher à un ennemi prêt à tout pour retarder l'invasion. Devant le sanglant final qui s'annonce, que faire?
prier Dieu pour les uns, essayer de garder foi en l'être humain pour les autres, fût-ce au milieu des champs de ruines qu'il s'est si bien engendré. Quand ensemble on a vécu l'enfer, forcément ça crée des liens, des habitudes. Les chiens pardonnent tout, pour peu qu'eux aussi puissent communier avec leur maître. Pour eux, c'est à la vie, à la mort. Le 12 avril 1945, victime d'une congestion cérébrale, le président Roosevelt laisse Fala orphelin. Après des funérailles nationales à Washington, Franklin Roosevelt est enterré chez lui, près de New York, en famille. Parmi les hommes présents, Harry Truman, le vice-président devenu président. Roosevelt n'avait jamais daigné tenir son successeur au courant d'un projet ultra secret. La construction d'une bombe atomique, susceptible de clore cette guerre des hommes. Le 6 août 1945, une super forteresse volante lâche sa bombe délétère sur Hiroshima. Nagasaki sera pulvérisé 3 jours plus tard. Au sol, les 2 bombes anéantissent tout. Même le néant, diront certains. 120 000 êtres humains sont tués sur le coup. Seuls à survivre au milieu des ruines, scorpions, fourmis et blattes. Moins sensibles aux radiations que les autres espèces. Les hommes sont prévenus. En cas de désastre nucléaire, les cloportes seront leur avenir. Pas forcément un mal pour ce qu'il restera du monde vivant. À moins qu'après tout, hommes et cloportes, ça ne soit pareil. Pour les bêtes aussi, malheur aux vaincus. 3 mois plus tôt, Hitler, fait comme un rat dans le bunker de sa chancellerie en ruine, s'est suicidé avec ses 2 amies. Eva Braun, sa maîtresse, et sa chienne Blondie, qu'il a empoisonnée. C'est la condition des bêtes de partager celle de leur maître. Et pour certaines sans défense, d'aider maintenant l'Allemagne à se relever de ses ruines. Qui sait, peut-être aussi ériger un monde meilleur. Même si pour les bêtes, ces éternels prolétaires, il sera encore une fois difficile de briser leur chaîne. Le 9 août 1945 pourtant, elle est bien finie cette Deuxième Guerre mondiale, où tout le monde veut croire à une nouvelle chance pour les habitants de la Terre. C'est con, une bête dans la liesse. Ça ne sait même pas sourire. Même si chez les Anglais, en ces jours de réjouissance, on sait aussi les reconnaître. Ici, pour fêter 2 héros de la guerre, on n'hésite pas à déléguer l'épouse d'un des plus prestigieux chefs militaires du royaume, la très sympathique Lady Alexander.
Il est vrai, qui se ressemble souvent s'assemble. Si les pigeons portent leur médaille à l'encolure, les chevaux, eux, sont décorés au front. Après tout, ce n'est que justice, puisque c'est là qu'ils ont le plus souvent opéré, et que leur taille imposante les exposait plus que toute autre espèce au danger. « 6 millions d'entre eux périrent dans cette guerre. Leur mort fut éclipsée par celle de 40 millions d'hommes. Modeste consolation quand l'Amérique célèbre maintenant le retour de ses héros dans leur grande plaine séculaire. Au pays d'Hollywood, où l'on raconte si bien les histoires, toute aventure a sa fin. Yep, every dog has its day. For many members of Uncle Sam's Canine Corps, that day has come. Hundreds are being demobilized and given honorable discharges. The four-legged GI heads for home after a 3-month reconversion course to tame that killer instinct instilled by the Army. It's a mighty tense moment when he's first turned loose. He used to be a terror, but now he's just a sentimental old softy. Et voilà le travail. Comment le beau Flix, ex-chien du diable redevenu ange gardien, est rendu au sien après avoir bravement accompli son devoir. Well, this was the moment I'd looked forward to, but was afraid of. Hoping I wouldn't break down or they wouldn't. You know, I was even worried about being a family dog again. So much time on my hands and nothing but brotherly love in my heart. And then the kid's arm was around me, and this new character was cooing at me. And wham, it was just like I'd never been away. Gageons qu'au pays du happy end obligé, cette petite famille d'humains n'a jamais connu ce chien, et que le cabot repartira bientôt faire son cinéma ailleurs. Dommage que tu ne parles pas vraiment, Flix. Sans doute, toi et les tiens auriez bien des choses à dire sur nous, les bipèdes. Mais n'est-ce pas le propre des hommes de toujours tout ignorer des bêtes ?